Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Bonjour Jennifer. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. On s'est contacté durant l'été. Toi, tu étais dans la prévision de la sortie de ton livre. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais en train d'en écrire un. C'est le petit truc que je balance, que je n'ai encore pas dit officiellement. Donc, c'était rigolo cette synchronicité qui m'a fait sourire et que j'aime toujours ces moments-là. Je te propose, pour rentrer directement dans le vif du sujet, de nous dire qui tu es pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Et puis, ce qui t'a emmené à écrire ce livre. Eh bien, moi, je suis Jennifer Rétoré. J'ai 30 ans et je suis coach et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, enfin, plutôt sur Instagram. Je suis principalement sur Instagram sous le pseudo Supersensibilité. Ça fait maintenant 3 ans que je fais ce métier et que je mène cette mission, parce que je pense que c'est aussi une mission de vie que je mène, en fait, finalement, c'est peut-être de redonner une image positive à la sensibilité dans notre société. Donc cette mission fait écho à mon parcours atypique et tourmenté dont on pourra certainement parler. Mais en tout cas, c'est les principales choses à savoir sur moi. C'est vrai que je me définis à travers mon métier, mais je suis aussi pas que ça, bien évidemment. Je suis une sensible passionnée. Ok. Alors j'aime bien le pas que ça. Et du coup, si tu pouvais nous dire un peu, en dehors de la sensibilité, qui tu es en 2-3 mots, 2-3 phrases ou 2-3 images en fonction de toi, ce qui te parle. Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de passionné. Alors, j'ai pas forcément une seule passion, mais je me passionne par beaucoup de choses. Et souvent, j'ai des passions qui sont momentanées et je vais passer un peu du coq à l'âne tout le temps. Mais j'aime me passionner par des choses et j'aime investir corps et âme dans les activités qui me passionnent. Je suis aussi une entrepreneur depuis maintenant 3 ans. Donc, j'aime ce côté entrepreneuriat par la liberté que ce métier me permet d'avoir, mais aussi par cette créativité que je peux exprimer dans ce cadre-là. J'aime pouvoir faire plein de choses différentes, aller au bout de mes idées, aller au bout de mes envies, créer ce dont j'ai envie. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi si je ne suis pas que hypersensible? Qu'est-ce que je suis d'autre? Je suis très complexe, paradoxale. Et plein de choses à la fois. En fait, c'est assez difficile de me définir à ce niveau-là parce que vraiment, je pense que le paradoxe, si le paradoxe avait un prénom, il s'appellerait Jennifer Rétoré. Très complexe. Ok. Et alors, tu as écrit, donc ça fait 3 ans que tu as créé Supersensibilité sur Instagram. La mission, effectivement, c'est de donner une image positive à la sensibilité. On le voit bien sur ton compte, le côté, effectivement, à donner plein de regarder les choses sous un autre angle qui, moi, me parle profondément et que j'ai apprécié et que je retrouve également dans ton livre. Qu'est-ce que tu faisais avant, dis-moi ? Avant, j'étais juriste en droit du numérique, donc j'ai fait 7 ans d'études de droit, mais de base, je voulais être psychologue. Donc, j'aurais bien aimé faire ton métier, mais quand j'en avais parlé en fait de ce projet à la conseillère d'orientation à la sortie du bac, tu vois, les souvenirs sont un peu flous, mais bon, bref, c'était l'année où je devais choisir ce que j'allais faire de ma vie. Et du coup, elle m'avait dit que ça ne servait à rien de faire des études de psychologie car il n'y avait pas de débouché, qu'il valait mieux que je fasse des études de droit. Et de toute façon, je savais pas ce que je voulais faire, je n'avais aucune idée, j'étais incapable de prendre une décision pour moi-même, donc je me suis dit bon ok, on me dit de faire des études de droit, je vais faire des études de droit, on verra bien où ça va me mener. Donc j'en ai fait 7 parce que j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire et même au bout de ces 7 années, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais il fallait bien au bout d'un moment se ranger et trouver un métier. Donc tu vois, à chaque fois j'essaie de m'orienter quand même vers un métier qui allait me permettre d'avoir de la psychologie dedans. Donc, je me suis tournée vers des études de criminologie
J'avais fait un certificat en sciences criminelles parce que je voulais être criminologue ou psychologue dans les prisons. Enfin, tu vois, je voulais faire un truc comme ça, déjà un peu atypique et surtout, tu vois, essayer de comprendre le fonctionnement humain. C'est quelque chose qui me passionnait, qui me passionne toujours. Et donc, tu vois, après, je m'étais dit, bon, criminologue, il y a pas beaucoup de métiers en France. On m'avait bien dit que ça allait être compliqué d'y rentrer. Je me voyais pas aller au Canada. Donc, après, c'était avocat. Je me suis dit, je vais défendre des victimes. Ça va être trop bien. Je vais pouvoir vraiment faire de mon métier, tu vois, quelque chose de très utile. Finalement, après, je me suis dit, je vais devoir défendre des criminels, ça va être très compliqué. Juge, il y avait beaucoup trop de neutralité pour moi. Et finalement, j'ai fini juriste en droit du numérique parce que c'était un tout nouveau métier à la mode. Et je me suis dit, je vais être la fervente protectrice des données personnelles des utilisateurs. Ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que bon, en fait, tout le monde n'en avait rien à faire de ce que je faisais aux envies d'entreprise. Je faisais chier tout le monde. Peu importe ce que je disais, il fallait toujours outrepasser un peu les règles, vraiment, c'était le RGPD, c'est le règlement sur la protection des données. Ça faisait vraiment chier tout le monde. Et donc, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'avais peu d'utilité. Et là, je me suis dit, ça allait être compliqué. Donc, voilà un peu le parcours que j'ai eu avant de créer Supersensibilité. Et c'est ce que t'expliques justement dans ton livre, cette recherche de toi pendant tes études, les rencontres que tu as pu faire qui ont été un peu, sans dire négatives, mais en tout cas qui t'ont pas aidé, qui t'ont pas porté, qui t'ont fait peut-être rentrer aussi dans une spirale de doute, d'incertitude, de je ne suis pas comme les autres, du coup il faut que j'écoute la voix, etc. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment quand tu as mis un mot sur ton côté hypersensible que tu penses que ça a déclenché ou que ça a débouché des situations? Complètement. Après, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, tu vois, j'ai ressenti beaucoup de colère quelques années plus tard quand j'ai découvert l'hypersensibilité. Enfin, j'en parlerai après, mais tu vois, le fait d'avoir rencontré des professionnels qui sont censés accompagner les jeunes à trouver leur voie. J'ai ressenti beaucoup de colère contre cette dame que je serais incapable de la reconnaître dans la rue. Je sais même pas comment elle s'appelle, mais de ne pas m'avoir soutenue en fait. De plutôt de m'avoir poussé à faire quelque chose que j'avais pas du tout envie, alors que j'étais vraiment passionnée par la psychologie, le fonctionnement humain, et je trouvais ça vraiment dommage de ne pas soutenir les jeunes ou moins jeunes finalement en fait à poursuivre leurs rêves ou leurs passions, ou en tout cas les encourager vraiment à persévérer dans quelque chose qui leur plaît. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui va se retrouver un peu dans mon parcours, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important de soutenir les personnes quand elles ont une passion ou quelque chose qui les anime à entreprendre ces projets-là, parce que finalement, quelques années plus tard, 7-8 ans plus tard, je me retrouve un peu à faire ce que j'avais vraiment envie de base. Donc certes, c'est pas de la psychologie, mais il y a du fonctionnement humain, il y a le fait d'aider les autres dans ce que je fais. Donc j'ai l'impression qu'on retourne un peu toujours aux bases quand vraiment on apprend à s'écouter et à faire ce dont on a vraiment envie. Et donc pour la découverte de mon hypersensibilité, complètement, c'est ce qui a vraiment c'est ce que je ne cesse de dire, mais c'est la découverte de mon hypersensibilité et le premier jour du reste de ma vie, parce que c'est ce terme de 16 lettres qui a bousculé beaucoup de choses en moi. C'est la première fois en fait que je pouvais enfin mettre des mots sur mes mots MAUX, mais sur toutes les problématiques que je pouvais rencontrer, sur ce sentiment immense de décalage que je ressentais, sur cette anormalité dont j'avais l'impression de faire preuve, mais surtout par rapport au regard des autres finalement, qui me renvoyaient quelque chose d'anormal. Et donc c'est vrai que l'hypersensibilité m'a permis de comprendre énormément de choses, et grâce à cette compréhension et cette connaissance de soi, j'ai pu ensuite apprendre à m'écouter et à faire des choses qui me ressemblaient vraiment en fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la première partie de ton livre. Tu le dis un peu en filigrane ici, mais le côté injustice, en fait, qui est un peu entre l'avant et l'après. Donc, avant la découverte ou le fait de poser le diagnostic, mais j'aime pas ce mot parce que c'est pas une maladie, mais poser des mots, on va dire. Il y a l'avant où, en fait, moi, j'ai l'impression que tu étais quand même aspiré dans quelque chose où tu vivais l'injustice de façon assez forte, finalement. Et ce après, où là, tu as été un peu emporté par la vague en me disant, avec au départ peut-être un côté euphorique, et je crois que tu l'écris justement très bien dans le livre, que tu t'as été chercher, creuser, et ce qui correspond parfaitement avec ce que tu nous as dit au départ en te décrivant ton côté passionné. Je pense que du coup, tu t'es vraiment passionné pour l'hypersensibilité. Et il y a ce avant-après, donc l'injustice qui reste un peu comme une marque, en fait, qu'un peu comme une cicatrice que tu as en toi et qui te donne envie finalement aujourd'hui de partager, de donner des clés, des astuces, etc. pour que les personnes peut-être mettent pas
autant de temps que toi. Et je mets des gros guillemets puisque on y reviendra, c'est ce que je te disais, on va parler de nos hypersensibilités et de nos chemins, mais autant de temps avec, pareil, je remets les guillemets, pour mettre des mots sur qui tu étais, en tout cas cette partie-là de toi, ton fonctionnement. Complètement. Oui, bah, c'est vrai que 25 ans, pour certaines personnes, ça peut paraître peu de temps. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'a paru une éternité, sachant que c'était quand même 25 ans de mal-être, de questionnement, d'incompréhension, de doute, de pas être à ma place, de me sentir inadaptée. Donc, ça paraît long, le temps, quand on vit ces choses-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup ce sentiment d'injustice, mais j'irais même plus loin que l'injustice. C'est vraiment, en fait, ça s'est manifesté. Enfin, ça a été plus qu'un sentiment d'injustice, ça a été vraiment un immense mal-être en fait que je ressentais, de pas savoir où j'étais, à quelle place, pourquoi j'étais différente. J'avais l'impression d'être complètement à l'écart en fait, pas dans les cases, pas réussir à rentrer dans le moule. Quand ça a été l'entrée dans le milieu du travail, ça a été encore plus exacerbé parce que alors vraiment je me suis dit mais je ne comprends pas je ne comprends pas, c'est pas possible, je sais pas comment je vais faire pour m'y adapter. Donc c'est vrai que du coup la découverte de l'hypersensibilité a fait une énorme cassure entre qui j'étais avant, enfin plutôt qui j'étais avant, c'est quelqu'un finalement une suradaptation au monde, et donc j'ai réussi à me créer un personnage, je pense, complètement, hein, pour réussir à m'adapter, à me sentir acceptée, à me sentir aimée et pas tout le temps rejetée. Et du coup, après la découverte, où là, clairement, ça a été une reconnexion complète avec qui je suis, et donc c'est là où j'ai compris déjà les forces que j'avais, cette passion que je n'avais jamais ressentie avant, et qui là, je me suis vraiment beaucoup passionnée par l'hypersensibilité, même trop, une limite, j'ai envie de dire ça entre guillemets, parce que c'était, il y avait aucune limite dans mes recherches, c'était jour et nuit, je faisais que ça, que de parler de ça, je mangeais, buvais, dormais, l'hypersensibilité, donc j'ai saoulé beaucoup de mon entourage avec ça, mais après ça m'a permis de créer beaucoup de choses, et surtout en fait ce que j'avais envie de faire surtout, c'était je m'étais dit, si je pouvais aider au moins une seule personne à ne pas vivre ce que j'ai vécu, ou un seul parent à accompagner au mieux son enfant hypersensible pour lui éviter de peut-être traverser ce mal-être que j'ai ressenti, bah en fait j'aurais tout gagné quoi. Donc je me suis dit, en partageant mon histoire, je vais peut-être aider des personnes, et c'est ça vraiment qui m'a motivée aussi beaucoup à m'investir corps et âme dans Supersensibilité. Quand je t'entends parler, et toi tu dis un malaise, moi en lisant le livre, je voyais vraiment de la souffrance mentale, psychique, dans ce que tu décris de ta difficulté, voire de ton impossibilité à trouver ta place dans ta famille, à te faire comprendre, à toujours avoir l'impression d'être à côté, de jamais être là où on t'attend et là où que tu devrais faire. Alors, il y avait une certaine forme de violence, pas forcément toujours volontaire, mais effectivement, qui te remettait systématiquement un peu en mode échec, etc. C'est-à-dire, et ce « je ne comprends pas » que tu ramènes après derrière quand t'es arrivé dans le monde professionnel, je trouve qu'il résume bien, en fait, le vécu de beaucoup de personnes qui sont dans cette sensibilité exacerbée, de ne pas comprendre. Et finalement, c'est « je comprends pas » parce que on n'a pas complètement le même référentiel. Complètement. Mais en fait, on n'a pas la même perception du monde que beaucoup de personnes, et on nous apprend pas à regarder avec nos propres yeux, dans le sens où à chaque fois qu'on réagit d'une certaine façon, qu'on pense d'une certaine façon, ça va toujours être constamment questionné, remis en question, interrogé. Et donc du coup, quand par exemple, je donne cet exemple-là parce que c'est plus parlant pour moi, mais quand je suis entrée dans le monde du travail, et que j'ai fait part par exemple, de l'hypocrisie qu'il pouvait y avoir, et qui me révoltait complètement, mais vraiment ça me donnait de l'eczéma partout sur le visage, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible de supporter ça, ou des procédures qui n'avaient mais aucun sens, ou qu'on me demandait qu'on me demandait de suivre, et quand je les questionnais en me disant, oui c'est vrai, en fait on n'a jamais remis ça en question, c'est la première, je me suis dit, mais comment c'est possible, en fait ça n'a pas de sens. Et quand j'en parlais après, par exemple à mon entourage, à mon copain qui me disait, mais en fait c'est partout pareil, je me suis dit, mais comment c'est possible. Et mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ressent, enfin, c'est pas une impression, c'est une certitude, qu'on ressent pas les choses de la même façon, mais surtout, en fait, vu que la plupart des gens n'ont pas cette sensibilité exacerbée, mais forcément, ça crée ce décalage, parce qu'il y en a, même si tout le monde va nous dire, oui, mais personne supporte l'hypocrisie. Oui, personne, en l'occurrence, ne supporte l'hypocrisie. En tout cas, peu de gens aiment ça. Mais j'ai l'impression que quand on est hypersensible, c'est vraiment quelque chose qui va nous heurter, nous révolter, nous faire nous sortir de nous, en fait, et ça, en fait, c'est vrai que il peut y avoir un vrai décalage quand
quand on se confronte à ce regard qu'on n'a pas, parce qu'on va pas nous comprendre, on va pas comprendre pourquoi ça nous met dans des états pareils, puisque tout le monde le subit et tout le monde s'en accommode entre guillemets. Donc c'est vrai que là il y a un vrai décalage, je trouve, à ce niveau-là. Je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ça c'est normal. Mais je trouvais que cet exemple. Je comprends pas en fait, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est le rapport aussi à la norme. Tu le dis, et c'est à peu près les chiffres. On va dire entre 20 et 30% de la population serait hypersensible, sachant que moi j'aime bien le voir aussi comme une ligne continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cap où on passe de « oups, je suis normalement sensible » à « je suis hypersensible ». Je suis hyper d'accord. Excuse-moi, oui, vas-y, je t'en prie. Sur ça. Je suis hyper d'accord avec toi et merci de le préciser merci d'en parler parce qu'il y en a peu finalement. J'ai l'impression qu'ils parlent de ce continuum, mais c'est vrai que j'avais lu ça aussi il y a pas longtemps et je trouve que c'est la meilleure représentation de la sensibilité. C'est une ligne finalement continue. Il y en a qui vont être beaucoup moins sensibles, d'autres très très sensibles et finalement le moment où on va être hypersensible entre guillemets, c'est le moment où on va se sentir en décalage avec les autres. Tu vois, c'est ça qui va faire que il va y avoir cette plus grande sensibilité, mais c'est pas une catégorie où on se dit t'es hypersensible, tu l'es pas. C'est vraiment ce continuum sur la sensibilité et je suis contente que tu en parles parce qu'il y en a pas beaucoup et je trouve ça et j'aime beaucoup cette image-là qui est très représentative, je trouve. Donc, désolée de t'avoir coupé, mais non, il n'y a pas de souci. Comme je te le dis, c'est vraiment une discussion et oui, effectivement, pour moi, je le vois vraiment comme un continuum mais malgré tout, reste une norme où la majorité des gens est dans la norme. Étant dans la norme, elles sont entre guillemets renforcées, confortées par le point de vue de l'autre, qui est sensiblement le même que le leur. Et du coup, en fait, un comportement plus sensible ou beaucoup plus sensible ou vraiment beaucoup plus sensible va leur paraître étrange et complètement peut-être même surréaliste, disproportionné, etc. Démesuré, exagéré. Ne fait que ramener la personne sensible dans une case qui est tu es trop ou de toute façon tu sais pas, je comprends pas pourquoi tu le prends tellement à cœur, etc. Et l'invalide en permanence par rapport à ses réactions. Oui, parce que ça fait que de minimiser constamment ce que la personne ressent. Et c'est ça le vrai. C'est vraiment une immense problématique que la majorité, voire tous les hypersensibles peuvent rencontrer. C'est le fait d'être constamment en permanence invalidé dans ce que l'on ressent. On va toujours avoir l'impression d'en faire ou d'être trop, peu importe finalement que les émotions soient agréables ou désagréables. Combien de fois aussi on m'a dit mais tu t'enthousiasmes trop, tu t'en fais trop, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, alors que j'étais juste hyper contente en fait. Pas besoin de pleurer pour ça, alors que j'exprimais juste une émotion hyper agréable. Donc en fait même dans les deux spectres des émotions, ça peut nous être reproché et c'est hyper dommage parce que à force qu'on nous reproche nos émotions comme ça et nos réactions, on va commencer à en douter. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois réagir comme ça? Est-ce que si je réagis comme ça va être mal perçu ou pas mal perçu? Et du coup, on sait même plus si on a le droit de ressentir ou non les émotions. Donc là, c'est un immense problème parce qu'après, ça vient tout le temps nous questionner sur qui on est, alors que finalement, c'est ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'en fait, peu importe l'émotion que la personne ressent, si elle la ressent, même si on la comprend pas, elle est légitime. Parce qu'à partir du moment qu'elle la ressent, c'est qu'elle est légitime. Donc il n'y a pas à questionner si elle est trop ou pas trop cette émotion. Si elle la ressent comme ça, c'est finalement le reflet de son ressenti. Donc pourquoi questionner une émotion si elle est là en fait? Autant apprendre à l'accueillir, peut-être à questionner, même si on ne comprend pas. C'est aussi faire preuve d'empathie et ça c'est une compétence qui peut s'acquérir, mais qui peut être plus difficile pour certains à développer. Mais c'est exactement ça. L'émotion, en fait, elle peut pas être trop, puisque de toute façon, elle est physiologique. Donc, c'est une réaction. Donc après, c'est notre réaction à l'émotion qui peut être souvent invalidée. C'est-à-dire, t'es trop... je suis joyeuse, je suis très joyeuse, mais en fait, par rapport aux autres, je l'exprime de façon, encore une fois, inadéquate. Ouais, c'est ça. Donc, mais là encore... inadéquate par rapport à quoi, en fait? Par rapport aux standards de la société, par rapport à tes propres standards, par rapport à ton éducation, par rapport au cadre, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Et on a, de toute façon, normosensibles, hypersensibles, etc. Même si, globalement, on peut avoir des référentiels communs, les normosensibles vont pas tous avoir le même référentiel. Donc, clairement, en fait, les réactions,
elles nous appartiennent. À nous peut-être, en tant que sensibles, d'être vigilants dans notre façon de les exprimer. Mais pourquoi systématiquement devoir nous freiner parce que peut-être ça met les autres mal à l'aise ou peut-être parce que eux à leur tour ne comprennent pas et se positionnent dans la situation dans laquelle on est majoritairement, à savoir moi je comprends pas pourquoi en fait ça te fait pas plus réagir et toi tu comprends pas pourquoi moi tu as l'impression que je surréagis. Et là en fait c'est aussi une question de communication et de volonté de chacun d'entendre la position de l'autre pour pouvoir effectivement après détricoter les choses. Et complètement, parce que je sais que avant de comprendre justement cette hypersensibilité, moi aussi, combien de fois je me suis dit mais comment ça se fait que ça ne fait pas réagir les autres autant que moi. Donc il y avait aussi ce regard finalement où je ne comprenais pas pourquoi les gens ne s'insurgeaient pas autant que moi face à une situation injuste par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a enfin si on se met aussi de notre côté, on peut ne pas comprendre pourquoi les gens ne réagissent pas de la même façon. Mais j'ai l'impression qu'on va pas leur dire, enfin il y en a aussi qui vont peut-être dire tu pourrais agir plus, mais c'est quand même souvent du mauvais côté où c'est plus nous qui réagissons trop au regard des autres. Donc ça vraiment j'aimerais vraiment beaucoup que ça change et que les personnes puissent comprendre que c'est pas parce qu'on peut surréagir au regard des autres qu'on fait du cinéma, qu'on dramatise, qu'on en fait trop, et qu'on puisse au moins valider les émotions de chacun, même si on les comprend pas forcément en fait. C'est ça, en fait, c'est cette question. Moi, j'ai la petite phrase qui me vient très, très souvent en ce moment. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Et finalement, en fait, c'est de se dire, OK, t'as l'impression que je surréagis sur l'émotion ou que je la surjoue ou que j'exagère. Et moi, en même temps, j'ai l'impression que finalement, tu t'émeus très peu de quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Au lieu de se dire t'as tort ou j'ai tort, c'est de dire ok, en fait finalement c'est un 6, c'est un 9, moi je vois un 6, toi tu vois un 9, qui a tort, qui a raison? Personne en fait. Est-ce qu'on peut pas essayer juste de ramener un peu de chacun de notre référentiel pour peut-être faire un pas chacun l'un vers l'autre? Et quand je t'entends parler en fait d'injustice, qui est moi aussi en tant que sensible, et je pense qu'on est très nombreux à ressentir ce côté injuste, je pense qu'elle a aussi été beaucoup attisée par le fait qu'on invalide en permanence nos ressentis, nos pensées, nos approches, etc. Et que du coup, quand on voit des gens qui sont dans cette situation, ça nous a tellement blessé, heurté, violenté, que on est dans une réaction qui là pour le coup peut être épidermique et dire mais non c'est pas possible, je m'insurge contre ça, il faut absolument rétablir de l'ordre, de la justice là-dedans parce que je peux pas laisser la personne souffrir comme ça et en plus lui dire non mais c'est bon quoi, il y a rien, il se passe rien, arrête de pleurer quoi. C'est terrible, l'injustice c'est vraiment quelque chose de... Mais ça, j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de personnes hypersensibles que cette injustice, elle est vraiment, que cette sensibilité à l'injustice est très 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 profonde. Mais c'est vrai que moi, ça peut me faire vriller totalement et je peux m'insurger, je peux me mettre à pleurer en colère, à refaire le monde. Enfin, des fois, mon copain m'appelle la révolutionnaire à force de m'insurger un peu contre tout et n'importe quoi entre guillemets parce que des fois, j'ai envie de remettre en question des choses qui seront jamais remises en question. Mais je ne comprends pas que ces choses-là ne seront jamais remises en question, en fait, parce que c'est comme ça, c'est la loi ou c'est la règle, et que c'est, tu vois, il y a aussi cette capacité, j'ai l'impression, un peu à remettre en cause des choses que pour la plupart c'est normal qu'elles soient comme ça et qu'on se questionne pas. C'est tu vois ce recul un peu qu'on a sur le monde finalement, sur les règles, sur plein de choses. Et certes, ça peut être parfois compliqué à vivre quand personne ne nous comprend, mais en même temps, moi, je trouve que c'est une super qualité parce que heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui s'insurgent et qui arrivent par leur détermination et leur passion, volonté, persévérance, voilà, tout ça, à pouvoir remettre certaines choses en question, et c'est important. Donc, mais je suis d'accord aussi sur tout ce que tu disais par rapport aux émotions. Tu vois, même encore maintenant, j'ai beau avoir fait tout ce travail sur moi-même, il y a encore parfois des moments où je vais avoir ce mauvais réflexe, entre guillemets, que j'ai ancré depuis des années à me dire, je ressens une émotion, est-ce qu'elle est disproportionnée, est-ce qu'elle est pas disproportionnée, est-ce que je peux l'exprimer comme ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu vois, il y a des fois encore, après tout ce travail, le retour sur soi, en fait. La position méta de faire, oh là là. Et ça, c'est beaucoup dans les moments où, tu vois, il va y avoir un peu des downs, où, tu vois, où je vais me sentir un peu moins bien, avoir l'estime de soi, elle est un peu plus basse que d'habitude, où c'est là où ça revient vraiment beaucoup.
Et par contre, quand je me sens mieux, je vais beaucoup moins me questionner qu'avant. Tu vois, genre, je vais me dire, ok, c'est comme ça. De toute façon, s'ils sont pas contents, c'est pas grave. Moi, je leur Non, sens mais comme ça, je le vis comme ça ça. fait complètement sens, puisqu'en fait, tu as réadapté un fonctionnement que tu avais créé de façon automatique, c'est-à-dire déclencheur, paf, réaction. Donc, quand t'es en forme, t'as de l'énergie pour naturellement réapaiser la réaction. Quand t'es fatigué, ben, t'as moins d'énergie disponible et d'espace mental disponible pour réguler, en fait. Parce que, malgré tout, aujourd'hui, être dans cette acceptation et en même temps cette régulation par moment, c'est beaucoup d'énergie qu'on prend à notre énergie globale de notre journée, en fait. Ah mais complètement, puisque finalement, on va nous remettre en cause des choses qu'on a ancrées dans notre enfance, dans notre adolescence, à savoir que quand on exprime une émotion, elle va être tout le temps questionnée ou invalidée. Donc après, c'est à nous de faire l'effort de se dire non, mon émotion elle est légitime, je la ressens comme ça, je l'accueille, je travaille sur soi. Donc c'est vraiment, en fait, finalement, c'est même pas naturel comme processus puisqu'on a appris le contraire. Donc c'est vraiment, mais c'est pour ça que ça vient pas en un claquement de doigts. Ça le devient de plus en plus. Mais en fait, c'est comme si on devait reprogrammer notre cerveau à rebalayer les choses autrement, en fait. Oui, bien sûr. Et au début, d'ailleurs, ça prend un peu de temps parce que c'est un vrai exercice mental à faire. Mais avec le temps, ça va de mieux en mieux. Et alors, comment en es-tu arrivé à cette conclusion que tu étais hypersensible? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors, c'était au cours d'une discussion totalement hasardeuse avec des copines où, c'était en plein confinement. Vraiment, je faisais une alternance. Mon alternance, ça se passait hyper mal. J'étais au bout du rouleau. Je me disais, je ne pourrais jamais faire 40 ans de ma vie dans une entreprise. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc vraiment, j'étais un peu en mode déprime. Ça allait pas très bien. Et en fait, on venait de recréer une conversation avec d'anciennes amies du lycée avec qui on parlait pas. Bien évidemment, j'étais hyper contente, hyper heureuse, donc j'en faisais part par message. Je suis trop contente. Quand est-ce qu'on se voit? Et puis bon, ouais, mes messages ne suscitaient aucune réaction. Donc je me disais mince, est-ce que j'en ai pas trop fait? Voilà, toujours les questionnements basiques finalement dans ma vie à l'époque. Et j'en fais part à ces copines aux copines qui nous avaient réunis. Et il y en a une qui me dit mais tu t'enthousiasmes trop, tu devrais te renseigner sur l'hypersensibilité, ça y ressemble. Mais c'était, tu vois, tout plein de comportements finalement mis bout à bout, parce elle avait fini de lire un article sur le sujet. Et donc, j'ai regardé directement sur Internet quelques articles sur l'hypersensibilité. Et là, je me suis dit, mais en fait, on parle de moi. On parle de moi sans que je le sache. C'est très perturbant au début. Et en fait, tous les articles que je lisais, les caractéristiques, les témoignages, tout me ressemblait. Et c'était absolument incroyable au début. J'ai eu du mal à me remettre des émotions tellement que c'était très très intense sur le moment, de me dire en fait c'est ça qu'il me manquait depuis toutes ces années pour comprendre mon fonctionnement, comment c'était possible de passer cette découverte a généré énormément de questionnements dans ma tête. Mais après en fait j'ai commencé à beaucoup me renseigner et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il me manquait. Et maintenant j'ai trouvé cette petite pièce du puzzle, cette clé qui allait me permettre de comprendre beaucoup de choses en moi qui restaient jusque-là inconnues ou en tout cas rejetées dans ce que je faisais. Alors, tu me diras, moi je te dis, moi je l'ai découvert beaucoup plus tard que toi, j'ai découvert vers 40 ans, donc moi je trouve ça toujours assez exceptionnel en tant que psy d'être passé à côté de cet autodiagnostic sur moi-même, mais comme quoi en fait, je dis ça avec beaucoup d'humour et beaucoup de simplicité parce que j'en fais pas du tout un problème ni un complexe, mais comme quoi notre fonctionnement est tellement naturel pour nous que quelque part on n'a pas naturellement la capacité à le remettre en question. Et donc, j'étais dans une période, moi, de grosses crises, perso, crise de la quarantaine, divorce, changement de job, etc. Donc, grosse remise en question. Et c'est très drôle, c'est quelqu'un sur Tinder avec qui je parlais à l'époque. Donc, le truc, j'ai dû rester 3 semaines sur Tinder. Cette personne, je l'ai jamais vue, mais c'est lui qui m'a dit, tu devrais peut-être lire ce livre, Je pense trop. Et je lis ce livre, et donc, à un moment, elle décrit que t'es dans un café et que t'es gêné par les sons, par les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, il fait froid, il fait chaud, les odeurs, les gens qui parlent tout d'un coup un peu plus fort, la température qui bouge, etc. Et en fait, je me souviens très bien avoir eu cette réaction de me dire « Quoi ? Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, en fait ?» Et en gros, tout ça, ça m'a permis de tirer la pelote aussi à mon truc et de me dire « Ah, en fait, tout le monde n'est pas gêné par les conversations autour de soi, tout le monde n'est pas gêné par le bruit de la cafetière, tout le monde n'est pas gêné par l'odeur de quelque chose, de la cuisine qui vient, etc. »
Et à partir de là, tu vois, j'ai fait péter le référentiel en disant, OK, mon référentiel est propre et je fonctionne peut-être un peu différemment. Et là, tout s'est déroulé. Comme en plus, j'avais les clés des choses, mais c'était pas forcément, j'avais pas croisé des gens qui étaient dans l'hypersensibilité, en tout cas, qui en parlaient comme un problème et qui, du coup, avaient une nécessité qu'on travaille sur ça. Là, voilà, ça s'est fait sur moi. C'est fou. Mais t'avais ressenti ce décalage depuis toutes ces années? Ouais, tu ressentais ça, tu as ressenti quand même ce décalage. Depuis toute petite, toi, mais ce que tu décris dans le livre, peut-être de façon parfois un peu moins intense, etc. Mais l'injustice, le côté, on me dise, oulala, non mais c'est bon, il y a rien de grave, détends-toi, ou plus tard, enfin détends-toi, c'est un peu plus tard, mais tu vas pas pleurer pour ça, ou qu'est-ce qui te prend, c'est complètement, t'es complètement décalé là. Tu vois bien les autres, ils réagissent pas comme ça. Donc oui, je l'ai complètement vécu. Ce que tu décris dans le livre, je pense que globalement, on est très, très, très nombreux, la quasi-totalité, à vivre ce sentiment de décalage, ce sentiment de se dire, mais en fait, je suis un extraterrestre, je comprends pas. Moi-même, dans ma famille, je me disais, mais je comprends même pas comment, en fait, je peux faire partie de cette famille. Je n'ai pas les... Tu vois, même moi, je le disais à l'époque, j'ai pas les codes, j'ai pas les réflexes, j'ai pas les trucs. Comment c'est possible, en fait? Comme mon frère me disait, on t'a trouvé dans une poubelle, je me disais, oui, on m'a trouvé dans une poubelle, ceci doit expliquer cela. Mais effectivement, ce truc des codes, et quand tu mets le doigt et que tu te dis, ah punaise, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, là, en fait, c'est extrêmement libérateur. Ça fait du bien. Toi, est-ce que tu as eu un petit truc comme ça est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce style-là qui te dit, ah oui, en fait, on fonctionne pas tous comme ça, c'est à la lecture de ce premier article, c'est quoi? Ouais, en fait, il y avait ça, c'est vrai que, en fait, au début, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, j'ai tout de suite acheté le livre, je crois que c'est Trop sensible pour être heureux de Sarayo Tomazzella, où en plus, dans ce livre, il y a beaucoup de témoignages de différentes personnes, donc c'est vraiment des courts témoignages, donc je me suis retrouvée dans beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est pas ce livre qui m'a vraiment aidé à approfondir davantage, mais j'avais lu beaucoup d'articles à ce moment-là, et c'est vrai que c'est là que je me rendais compte, mais en fait, je savais depuis toujours que je fonctionnais pas comme les autres. Déjà là, ça me permettait de me dire, ok, c'est vrai que tu fonctionnes pas comme les autres. En plus, il y a une explication. Hein, c'est pas parce que t'es malade, c'est pas parce que t'es bizarre, c'est pas parce que t'es anormal. Mais ensuite, je sais que moi, c'était beaucoup par rapport aux émotions parce que les sens. Même si j'avais l'impression quand même qu'il y avait que je ne fonctionnais pas comme les autres, j'en avais déjà conscience au regard de toutes les remarques qu'on m'a fait et qu'on m'a dites dans mon enfance. C'est-à-dire que vraiment, c'était beaucoup par rapport au sens, surtout que j'avais l'impression d'être un extraterrestre et de ne pas venir de la même planète parce que tout ce qui était odeur, c'était un énorme problème pour moi. Le goût aussi, je n'aime rien. Donc, depuis toute petite, je crois que j'ai souri dans le livre parce que les odeurs, les goûts, je suis comme toi, mais exactement comme toi, en fait. Ça m'a beaucoup fait sourire. Et ça, c'est fou. Et en fait, tu vois, ma famille, pas du tout. Vraiment, eux, ils aiment tout. Et ça les dérange pas, les odeurs. Ils peuvent toucher tout et n'importe quoi. Ça les dérange pas. Mais moi, j'étais vraiment cataloguée comme la princesse. La petite, tu vois, on m'a appelée la princesse. C'était la princesse, la petite précieuse. Quand j'étais petite, ma mère, elle me disait, mais tu pleurais toutes les larmes de ton corps parce que tu avais de la boue sur les mains. Tu vois, j'étais pas cet enfant qui se salissait. Au contraire, plus j'étais propre, mieux je me sentais. Et par rapport au goût, il y avait tellement de choses que je pouvais pas manger et tout. Et donc, voilà, tu vois, on m'avait tellement fait de reproches que c'était pas, tu vois, l'hyperesthésie, c'était pas une découverte. Par contre, ça a été la découverte de savoir que c'était relié à l'hypersensibilité et que ça avait des explications. Par contre, par rapport aux émotions, comme toi, en fait, combien de fois je me suis dit, mais en fait, tout le monde ne réagit pas de la même façon que moi. En fait, quand moi, je réagis comme ça à une situation, un tel, lui, ça va pas le faire réagir de la même façon. Et je trouvais ça fou, en fait, qu'il y ait plusieurs perceptions du monde différentes. Alors, surtout quand on est en plus, tu vois, adolescent, jeune adulte, où on a peut-être un peu moins de recul sur la vie, où on se dit, tu vois, on n'a pas cette ouverture-là. Mais c'est vrai qu'après, quand je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Et c'est pour ça que pendant mon introspection, j'étais revenue sur tous les moments où on m'avait dit, t'en fais trop, t'exagères, tu te prends la tête pour rien, pour essayer de voir comment les autres, eux, pouvaient réagir, en fait, et comment, et en fait, ils avaient vu ce décalage, et ça m'avait permis de comprendre beaucoup de choses sur mes comportements en me disant, ok, à ce moment-là, ils avaient dit que j'en ai fait trop, pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport aux autres, comment eux, ils auraient pu le percevoir, et là, j'avais compris beaucoup de choses, je me suis dit, en effet, on réagit pas tous du tout de la même façon, et ça fait du bien de le savoir, parce que ça légitime aussi beaucoup de ce que l'on fait, finalement. Et
moi, la question qui m'intéresse derrière, et comme je te l'ai dit, j'ai pas eu le temps de finir ton livre, alors j'aimerais en parler quand même avec toi sur ça. Avec Qu'est-ce que plaisir. t'en fais? Parce que, en fait, moi, il y a quelque chose. Qu'est-ce que t'en fais? T'en as fait beaucoup de choses et t'en as créé aussi. T'as créé ton métier autour de ça. Mais moi, l'un des trucs qui m'a beaucoup freiné aussi dans le côté hypersensible et d'en parler énormément, c'est le fait que ça devient un peu un sujet à la mode et que du coup, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent ah, je suis hypersensible, etc. Et malgré tout, on peut s'auto-diagnostiquer jusqu'à un certain point. Et en même temps, moi, c'est ce que j'ai lu dans ton livre, que tu allais un peu vers ça, mais on est beaucoup plus que notre hypersensibilité. Donc, Bien toi, sûr. qu'est-ce que tu as découvert de toi au-delà de ton hypersensibilité? Alors merci pour cette question parce que je trouve qu'elle est importante et en effet donc c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que c'est un sujet à la mode et ça. Moi, j'aime pas le mot mode parce que ça en est pas un. C'est juste qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui et heureusement, et c'est bien. Il faut continuer d'en parler malgré parce qu'il y ait certains inconvénients aussi à cela, dans le Hmm. sens où il y en a qui vont s'approprier le sujet et raconter un peu et tout n'importe quoi, tout et n'importe quoi dessus. Donc ça, c'est C'est le malheureusement revers de la médaille, ouais, on est d'accord. voilà les revers de la médaille, mais c'est toujours important d'en parler Hmm. parce que tu vois, moi j'ai l'impression qu'au bout de 3 ans, tout le monde sait qu'il est, enfin toute personne hypersensible sur Terre sait qu'elle l'est, il n'a plus besoin de le découvrir. Et finalement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui le découvrent encore Bah à oui. 20, à 30, à 40, à 50, à 60 ans. Donc Hmm. c'est toujours important d'en parler. Concernant l'autodiagnostic, donc j'aime pas du tout ce mot-là non plus parce que c'est pas un diagnostic, mais aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, c'est le seul moyen de le savoir, c'est le fait à travers des lectures, de savoir ce que, si on le ressent ou non, qu'on est hypersensible, puisqu'il n'y a pas de test officiel à part depuis 2022 avec les tests d'Elena Aron. Donc ça, c'est hyper récent, Hmm. ceux qui ont été validés scientifiquement. Mais tu vois, il n'y a pas de diagnostic enfin, tu vois, à part de tests véridiques comme le WAVE, par exemple, pour le haut potentiel Pour le intellectuel. QI. Donc Hmm. peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, les tests actuels, c'est surtout pour mesurer, tu vois, ce qu'on disait, le continuum de la sensibilité et apprendre à mieux comprendre sa sensibilité. Et maintenant, une fois qu'on est hypersensible, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, bah, moi, comme tu l'as dit, j'avais fait, ça m'a permis d'en faire mon métier, mais au début, c'était même pas, tu vois, j'ai même pas dit, tiens, je suis hypersensible, je vais en faire mon métier. Ça a été beaucoup plus, tu vois, ça s'est fait vraiment de façon hyper simple, en fait, hyper fluide. C'est-à-dire que voilà, je voulais créer quelque chose pour aider les hypersensibles, ça m'a amené à créer une hypersensibilité et plein de belles choses. Et ensuite, ça m'a permis aussi de découvrir que je n'avais pas que des défauts, hein, que je n'étais pas normale, bizarre, malade, mais que j'avais aussi beaucoup de force en moi que je pouvais exploiter pleinement si j'apprenais aussi à maîtriser ces forces, comme si et aussi à canaliser les défauts pour peut-être en faire aussi des forces, parce que tu vois, dans l'émotivité, ce que je trouve aussi important de dire, c'est que certes, on va vivre des émotions très désagréables, donc c'est pas forcément ça fait pas enfin c'est pas super de les vivre ces émotions désagréables, mais en revanche quand on est très très content on vit des émotions absolument incroyables et ça c'est vraiment génial dans le fait de ressentir tout intensément. Maintenant, c'est vrai que pendant longtemps, tu vois, je me suis beaucoup définie qu'à travers cette hypersensibilité et cette étiquette entre guillemets. Donc, au tout début, en tout cas, hein, quand j'ai découvert l'hypersensibilité, que je me suis mise à lire des livres un peu généralistes aujourd'hui, hein, que je considère généralistes, très généralistes même sur le sujet, et qui pourtant sont très connus et qui expliquaient, j'ai l'impression, tout par l'hypersensibilité. Tu vois, même l'anxiété, la faible estime de soi, tout était mis dans le même package. Donc, je m'étais dit, ok, ça répond à absolument toutes mes problématiques, toutes mes souffrances. Super, un mot explique tout. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Et donc, c'est vrai que j'avais tendance un peu à me mettre dans cette étiquette. Et puis finalement, bon, bah, la vie a continué et les épreuves se sont mises sur mon chemin. Et les épreuves m'ont permis aussi de comprendre que finalement, certes, il y avait cette hypersensibilité qui explique beaucoup de choses, qui permet de comprendre vraiment mon fonctionnement, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une anxiété très très importante que j'avais, que je le savais, hein, que j'avais cette anxiété, mais c'est vrai qu'au début j'avais tendance à le mettre sous la casquette hypersensibilité, puisque tous les hypersensibles sont anxieux selon certains livres. Non, c'est pas vrai. Tous les hypersensibles ne sont pas forcément anxieux, mais en tout cas, ce sont vraiment deux caractéristiques distinctes et c'est important de le dire parce qu'on ne travaille pas les choses de la même façon. Donc l'anxiété, ça peut se soigner, surtout qu'on a des troubles anxieux. Bref. Et donc du coup, moi, tu vois, je me suis beaucoup mise sur l'anxiété quand elle m'a explosé à la figure parce que l'année dernière, j'ai vécu une année absolument
horrible où en fait j'ai développé un trouble anxieux généralisé. Je l'avais depuis longtemps, je pense, mais il m'a explosé la figure après avoir appris que mon cousin de 16 ans avait un cancer. Donc moi j'ai toujours eu très peur de la maladie et de la mort, et donc là ça m'a ça a été horrible. Je me suis réfugiée dans le travail, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire pour essayer de camoufler cette anxiété qui a fini par complètement me faire dérailler. Et donc là je me suis dit ok, je pensais que tu vois en écoutant mon hypersensibilité, en comprenant mon fonctionnement, en changeant de métier, en trouvant quelque chose qui me passionne, en étant heureuse finalement, hyper épanouie pour la première fois de ma vie, et bien en fait je pensais que ça allait être tout le temps comme ça. Et là, je me suis rendu compte que non. C'est pour ça que que j'ai pris conscience que l'hypersensibilité, ça avait été une étape sur mon chemin, la première étape de mon cheminement intérieur. Et heureusement que je l'ai découvert, parce que j'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai accompli. Mais il fallait, pour vraiment trouver cette paix intérieure que je recherche, aller plus loin que ça. Et donc là, ça a été l'anxiété que j'ai soignée avec une thérapie cognitive et comportementale. Maintenant, je m'attaque au schéma dysfonctionnel, il y en a beaucoup. Donc tu vois, tout ce qui est perfectionnisme et exigence, parce que je suis très 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 exigeante envers moi-même. Et donc tu vois, je travaille ça, mais c'est en dehors de l'hypersensibilité. Peut-être que mon hypersensibilité exacerbe toutes ces choses-là, mais par contre, il faut que je fasse un travail en profondeur. Et donc c'est pour ça, c'est important de ne pas en tout cas, je trouve ça important, et c'est pour ça que je l'ai dit dans le livre, de ne pas s'enfermer dans cette étiquette et d'aller chercher plus loin que l'hypersensibilité. Et surtout, pour finir, tu vois, l'hypersensibilité, ça peut être aussi la caractéristique d'un trouble, du haut potentiel intellectuel ou d'autres. Et donc, ça peut être aussi important de faire des tests complémentaires. Tu vois, moi, j'avais fait le WAIS. Là, je vais faire tout ce qui est TDAH. Mais ça peut être important pour mieux vraiment comprendre son fonctionnement, parce que des fois, on peut croire que ça explique tout, et au fur et à mesure, on se dit, il y a peut-être autre chose derrière. Donc voilà, j'ai fait une grosse réponse. mais je vais rebondir sur certaines choses. Ouais, c'est parfait. Et puis, je te dirais que ça va être un peu le mot de la fin, parce que moi, c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est que l'hypersensibilité est une caractéristique comme une autre. C'est pas un trouble, c'est pas un problème, c'est juste un mode de fonctionnement qui est différent et neurologiquement différent. Hein. Les études, elles le prouvent bien. Et effectivement, si on s'enferme, entre guillemets, dans la case, on passe à côté de beaucoup de choses. Oui. On peut se positionner en victime, en disant, mais bon, j'y peux rien, je suis hypersensible, je suis comme ça. Et du coup, se retrouver bloqué avec nos propres croyances reconstruites autour de quelque chose qu'on aura surinvesti finalement. Donc, merci beaucoup de ton partage, et en plus avec vraiment cette sincérité de rentrer dans l'intimité de ta vie sur le trouble anxieux qui, aujourd'hui, et aussi, on en parle, mais reste encore bien tabou sur plein de choses. Donc, oui, effectivement, on peut avoir mis des mots et ressentir un soulagement immense. Comme tu l'as dit toi-même, c'est une étape vraisemblablement très fondatrice dans la compréhension de qui tu es. Mais derrière tout ça, il y a plein d'autres composantes de Jennifer. Et c'est ça aussi la complexité de... Ouais, mais un gros chantier, mais aussi plein de richesses, comme tu l'as dit toi-même. C'est-à-dire que autant ta sensibilité peut t'avoir créé des difficultés, autant elle est une force immense. Et autant, en fait, tu peux t'appuyer dessus pour gérer ton anxiété, plus tout le reste, etc. Et en même temps, ça ne nous empêche pas, ça ne nous immunise pas, ou ça ne nous guérit pas de la vie qui, elle, continue, et à nous de continuer ce ping-pong permanent à s'adapter, refuser de s'adapter, se réadapter, s'affirmer, etc. Et je pense que, pour moi, c'est un peu ça le plus beau dans la vie, finalement, qu'on soit sensible ou insensible, très intelligent, trop intelligent, avec des troubles de l'attention ou pas. Voilà. Plus je me comprends, plus finalement je suis en capacité de m'adapter de façon saine à tout ce qui se passe autour de moi. C'est complètement ça. Et finalement aussi les épreuves, tu vois, même si au début on les comprend pas, surtout quand on est vraiment dans le creux de la vague et qu'on se dit, mais là, je sais même pas comment je vais faire pour m'en sortir. Même finalement les pires épreuves que l'on peut vivre, alors c'est avec le temps et la résilience que tu vois qu'on peut faire, qu'on peut prendre ce recul, mais elles nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes, et ça nous permet vraiment de, finalement, si on se dit, ok, je vais en profiter. Au début, tu vois, quand j'étais en creux de la vague, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à m'en sortir, ma vie est finie, c'est terminé pour moi.
Et après, aujourd'hui, avec le recul, le fait d'avoir réussi à me soigner de l'anxiété, je me dis, mais finalement, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. J'ai découvert aussi que j'étais plus forte que ce que je pensais. Et aujourd'hui, j'ai une maîtrise de cette anxiété, la compréhension, et ça nous renforce finalement dans l'apprentissage de la vie, dans la connaissance de soi, dans la connaissance de nos limites, dans l'environnement dans lequel il est important d'évoluer pour se sentir épanoui. Donc c'est sûr. Et en fait, la vie est un peu un jeu des fois, dans le sens où dans tous les cas, les épreuves, elles sont là. On n'a pas le choix que de les accepter, et ça peut toujours nous permettre, comme les émotions, finalement, d'apprendre à nous connaître et d'apprendre à ajuster toujours notre vie, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'à un instant T, on est hyper heureux, hyper épanoui, que demain, ça sera toujours le cas. Donc, c'est toujours hyper important aussi de s'ajuster, et la vie nous permet de le faire, je trouve, assez bien. Des fois, elle pourrait un peu se calmer. Elle pourrait être un peu plus sympa. Est vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es au fond du trou que demain tu seras toujours au fond du trou, en fait. Tu vois, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est des vagues aussi, et que les moments où tu vas moins bien t'apprennent à dépasser, et les moments où tu vas bien te permettent de profiter et d'engranger l'énergie, de la force pour les moments où ce sera à nouveau un peu plus dur. Complètement. Mais en tout cas, il y a toujours, c'est pour le mot de la fin, et je trouve que je voudrais bien le rajouter si tu me le permets. Vas-y, je t'en prie. C'est qu'il y a toujours des solutions. Même quand ça va pas, on peut toujours aller mieux, et il faut surtout ne pas hésiter à se faire aider, parce que parfois on peut pas y arriver seul. Il n'y a aucune honte à se faire aider, à se faire accompagner, à demander en fait à quelqu'un de nous tendre la main. Donc vraiment, c'est pas une honte, au contraire, c'est un acte de courage, beaucoup de courage pour réussir à partager sa vie, à partager son intimité et ses difficultés. Donc vraiment, j'encourage toute personne qui ne va pas bien à se faire accompagner, et même à essayer de trouver plusieurs personnes, parce que des fois il faut consulter plus d'une personne pour trouver la bonne. Donc ne pas s'arrêter au premier échec, mais vraiment persévérer, parce que on finit toujours par trouver la bonne personne et aller mieux. Donc voilà, ça c'est important. C'est un super mot de la fin, merci. J'aime ce genre de discours. Ton livre, on le retrouve dans toutes les librairies? Oui, il enseigne en France, Belgique, Suisse, maintenant Canada, je crois. Et j'ai peut-être oublié quelqu'un, un pays, mais il est en tout cas pays francophone, il est. Et on peut te retrouver sur ton compte Insta, du coup. Ouais, Hypersensibilité, c'est ça. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.